Cette émission est une production de la Télévision régionale des Moulins. Au printemps et à l'été 2022, l'équipe de la Télévision régionale des Moulins, en collaboration avec la SODAM, a pris la route pour aller à la rencontre d'artisans lanaudois. De brèves capsules ont été produites afin de mettre leur travail en lumière. Plusieurs heures de tournage et de montage plus tard, de précieux moments supplémentaires vous seront aujourd'hui présentés. Cette semaine à l'émission, le miel, c'est un produit de choix dans nos cuisines, dans nos recettes. Il y en a de toutes les sortes et ils sont tous plus délicieux les uns que les autres. L'apiculture, on doit l'avouer, c'est un monde fascinant. Il y a longtemps que les humains, les abeilles sont en relation, mais il me semble que nous avons toujours un petit quelque chose à apprendre. C'est pour ça que nous sommes allés rencontrer Frédéric Plouffe. C'est un spécialiste en la matière. Bonjour, je suis Frédéric Plouffe, votre sympathique apiculteur de chez Plouffe dans le miel. On est situé à Saint-Roch-de-l'Achigan. Nos ruches sont à Mascouche, Saint-Roch et l'Épiphanie. Moi, je pratique ma passion à chaque été. Je fais mes propres horaires, je vis au gré de la température. On fait un miel brut, un miel exceptionnel des abeilles dans des champs de foin. On est loin des cultures, on garde les abeilles en santé, donc c'est un miel de fleurs sauvages qui est très, très riche, beaucoup de vitamines. Ça implique que c'est filtré seulement par un moustiquaire. Ça fait plusieurs milliers d'années que l'homme a une relation avec les abeilles. Pas nécessairement de les élever, mais il savait qu'il y avait quelque chose à aller chercher là. Le miel, c'est très bon pour la santé, c'est bien fait pour la cicatrisation. Ça fait des milliers d'années que c'est reconnu. Il y a plusieurs races d'abeilles mellifères. C'est des abeilles qui vont récolter du miel en pollinisant. Seulement 6 races originales qui vont faire du miel, qui vont récolter le nectar. Les abeilles vivent 45 jours l'été parce que leur travail est incroyablement exténuant. Ils voyagent de 3 à 5 km pour aller chercher des ressources sans arrêt jusqu'à temps que le soleil se couche pour les 15-20 derniers jours de son existence. C'est incroyablement taxant. C'est pour ça que trop de ruches au même endroit empêchent les abeilles d'avoir un rendement. Ils doivent aller trop loin, ils s'épuisent facilement. La reine peut vivre jusqu'à 5 ans. La reine va pondre entre 1500 et 2000 œufs par jour. Donc, elle n'a pas le temps de faire autre chose que ça. Vous voyez comment elle est vraiment différente des autres abeilles. Elle est plus grosse, elle a un gros abdomen. La reine n'est jamais toute seule. Elle a tout le temps la cour royale alentour d'elle pour la nourrir, prendre soin de ses besoins. Chaque abeille a son devoir dans la ruche. Les petites abeilles ingurgitent le nectar et l'on va dans un estomac spécial. Il y a un petit enzyme dedans qui va transformer un peu le nectar. Quand elle va le transférer à l'autre abeille, le processus va continuer jusqu'à temps que ça devienne le nectar qui va devenir le miel. Ils battent les ailes près des cadres de miel. Comme ça, ils évaporent les restants d'eau pour l'emmener en bas de 17 % d'humidité pour qu'il soit consommable et non perturbable pour les abeilles. Le nombre exact, c'est dur à dire. Ça peut aller entre 50 000 abeilles par ruche, dépendant de la hauteur. À chaque dimanche, je vais au marché, j'achète un fruit différent chaque semaine. Avec ça, je peux emmener la semaine suivante un miel baratté, fraises, framboises, aux pêches, j'ai fait au bleuet. Je fais pas de pollinisation, j'essaie de garder mes abeilles au même endroit le plus souvent possible, donc j'ai pas de miel de spécialité. Mais comme je disais, un miel de fleurs sauvages qui est vraiment excellent. On fait aussi des miels aromatisés. Pour faire des marinades, des vinaigrettes, on peut utiliser avec des desserts. J'en fais un aux noix de Grenoble qui est super avec un fromage au four. Celui à lavande est idéal pour des gâteaux vanille, des tisanes. On fait le miel baratté aux fruits. Je transforme beaucoup les produits secondaires comme la cire. Je fais des marchés, je rencontre plein de gens intéressants. Fait que c'est vraiment un univers fantastique.
Notre rencontre avec M. Plouffe a été particulièrement riche en informations. Sa passion pour l'apiculture était palpable tout au long de l'entretien, ce qui nous a permis de vous préparer une émission bien remplie. Mais commençons par le commencement, le matériel nécessaire. Parce qu'avant de s'approcher d'une ruche, vous vous en doutez, il y a toute une préparation qui s'impose. Allons jeter un petit coup d'œil. Puis moi, bien, c'est seulement... Là, je suis en train de mettre tes vêtements de protection. Ça, c'est des gants aérés parce qu'il fait très, très chaud. Comme tu vois, là, on est directement en dessous du soleil. Toute l'aération qu'on peut avoir, on la prend. Ici, c'est un vêtement lourd, ça, pour quand on fait des gros travaux d'apiculture. Bien, c'est confortable, en tout cas. Oui. Comme tu vas voir, là, on va ouvrir, là. Il va y avoir quelques abeilles qui vont s'envoler. Sans plus, on les enfume un peu pour avertir notre présence. Puis, eux, ils sont habitués. C'est le signal. Là-dedans, moi, je mets de la granule de bois parce que ça brûle longtemps. J'ai plusieurs endroits ici. J'ai une dizaine de ruches, mais j'ai d'autres ruchers ailleurs. Donc, au lieu de rallumer mon enfumoir à toutes les fois, mais je le pars comme fois avec de la granule de bois. Il reste allumé toute la journée. Je la mets dans le camion, je m'en vais ailleurs. Ça, c'est des lève-cadres. Désolé, ils ne sont pas très propres. C'est les outils pour manœuvrer à l'intérieur de la ruche. Pour tasser les cadres, pour les décoller, parce que les abeilles n'aiment pas les trucs qui bougent, fait qu'ils vont mettre de la cire ou du propolis pour l'empêcher de bouger. On ne peut pas aller avec les mains essayer de le sortir, c'est tout collé. Donc on sert de ces outils-là, on les décolle. Avec le crochet, on peut les lever. Avec les bouts comme ça, on peut gratter la cire. Voyez-vous, ça ici, c'est toute de la cire de surplus sur les cadres. On déloge les cadres doucement, vous voyez? Une petite résistance, c'est la cire, le propolis. Avec le crochet. Là, ça, c'est un cadre qui est presque pas bâti. Il va y avoir un petit peu moins d'abeilles dedans. Et vous, eux, là, ils sont en train de nettoyer ce cadre-là. On enfume toujours seulement un peu. Si on les enfume trop, on va les agacer, ils ne seront pas contents. C'est un être vivant. Et on leur limite comme tous les autres êtres vivants. La reine abeille, c'est la seule qui pondra tous les œufs appelés à devenir les abeilles d'une ruche. Frédéric Plouffe nous explique comment se passe le processus de reproduction. La reine, quand elle est dans son vol nuptial, elle a 6 jours pour se faire accoupler par le plus de mâles possible. Mais à chaque fois qu'un mâle s'accouple avec la reine, le mâle perd son appareil reproductif à chaque fois, donc il meurt. Et vous ici, là, les alvéoles qui sortent un peu plus que les autres, les opercules, comme ici. Ça, c'est des opercules de mâles. Là, ici, là, ça, c'est tous des mâles en bas. Là. Tu vois, là, ils sont différents des autres. Là. Les autres sont égales au cadre. Puis les autres, ils ont une protubérance, ils sortent du cadre. C'est des mâles. Il y en a très peu parce qu'ils ne sont pas nécessaires vraiment à ce temps-ci de la saison. La ruche est en santé. Ils n'ont pas trouvé la nécessité de faire pondre des mâles à la reine. Parce que les mâles, leur job l'été, c'est de manger. C'est tout. Parce que la seule fois qu'ils vont s'accoupler, ils vont mourir. Des fois, les abeilles peuvent être mécontentes de la performance d'une ruche. Ils vont forcer la création d'une nouvelle reine en choisissant un œuf en particulier, un peu comme ici. Ça ici, c'est une cellule de départ d'opercule royal. Ça arrive souvent, là, on les détruit pour pas qu'il y ait de guerre de reines. Parce que s'il y a une deuxième reine, elles vont se battre. Puis si c'est la nouvelle reine qui gagne, bien là, on perd du temps de ponte. Ce qui est important, c'est que ta reine ponte, c'est la population, c'est le nombre d'abeilles par ruche qui est important. Plus la population est grande, meilleur est un rendement. Plus qu'elle est forte, plus qu'elle est capable de se défendre par elle-même. Ce qu'on voit ici au fond, c'est des larves d'à peine 3 jours. C'est les larves idéales pour faire du greffage de reines. C'est les apiculteurs qui greffent les reines sauvent la vie des apiculteurs québécois parce qu'on a toujours beaucoup de pertes. Donc les éleveurs de reines nous permettent de tôt au printemps d'acheter des reines élevées ici au Québec avec des génétiques dépendant d'où est-ce qu'elle vient. De ce côté-là, ce qu'on voit au fond des alvéoles, c'est le pollen. Ils prennent le pollen pour nourrir les larves jusqu'à temps qu'elles soient une nymphe puis que ce soit operculé.
Un coup que l'alvéole est operculé, le développement se termine. Regarde, ça c'est toutes des abeilles qui vont éclore dans les jours prochains. Fait que la population de cette ruche-là va exploser dans les jours qui suivent. La reine peut vivre jusqu'à 5 ans. Idéalement, quand on est en apiculture commerciale, on va forcer le changement de la reine. On va acheter une nouvelle reine, plus jeune, que son rendement est plus productif. On va se débarrasser de l'ancienne reine. Il existe plusieurs espèces d'abeilles et contrairement à ce que l'on pourrait croire, elles ne sont pas toutes mellifères, c'est-à-dire qu'elles ne produisent pas toutes du miel. Et saviez-vous que certaines abeilles sont plus agressives que d'autres? En plus de démystifier tout cela, le prochain segment vous offrira un truc intéressant pour savoir si les abeilles qui vous entourent se sentent menacées. C'est assez surprenant, vous verrez. Il y a peut-être 500 sortes d'abeilles en tout, mais seulement 6 races originales qui vont faire du miel, qui vont récolter le nectar. Elle, c'est une hybride qui a été faite avec une reine abeille italienne. Les reines abeilles italiennes, c'est des grosses reines avec des grosses fesses bien oranges. Elles sont très douces à travailler. C'est des abeilles qui sont calmes habituellement. Chaque abeille a le caractéristique, eux. Leur problème, c'est qu'ils sont un petit peu moins résistantes à l'hiver. Si on prend des reines qui viennent de l'Ukraine ou de la Russie, c'est les reines qui sont idéales pour les climats nord-américains parce qu'il n'y a aucune abeille mellifère originaire d'Amérique du Nord. Les abeilles arrivent toutes de l'Europe, de l'Amérique du Sud, il y en a en Afrique aussi. Les abeilles africanisées en Amérique du Sud, c'est des tests qu'ils ont faits parce que les abeilles en Afrique sont ultra résistantes, sont très fortes, mais sont très agressives. Donc, ils ont essayé de faire des hybrides avec d'autres sortes d'abeilles pour en créer des plus travaillables, mais ce sont des abeilles africanisées, donc c'est très rare ici. On les remarque très rapidement. Un pollinisateur, on s'entend, c'est les insectes qui vont aller polliniser les champs. Au Québec, avant que les colons y arrivent, on avait déjà des pollinisateurs, mais avec les colonies, on avait besoin de nourrir plus de personnes. Les colons étaient déjà au courant de la relation des abeilles avec les plantes, la pollinisation, tout ça. Donc, quand ils sont arrivés les premiers voyages, ils se sont rendus compte que les cultures ne permettraient pas d'avoir de grandes colonies, donc ils ont commencé à importer des abeilles. C'était le temps des grandes découvertes, donc il y avait déjà des colons en Amérique du Sud. Donc, les abeilles d'Amérique du Sud ont fait leur chemin jusqu'en Amérique du Nord. Les abeilles communiquent avec des phéromones. Il y a une odeur particulière que j'ai remarquée à un moment donné, la première saison que j'ai travaillé avec une autre apicultrice. Puis, il y avait beaucoup d'abeilles. Elle avait un champ, il y avait 50 ruches. Fait que ça, c'est beaucoup d'abeilles. Si tu dis qu'il y a peut-être 50 000 abeilles par ruche, c'est énorme. Puis là, à un moment donné, là, je trouvais qu'elle était agressive. Puis j'avais une odeur. J'ai dit, Sandra, ça sent un peu le popsicle aux bananes, 2 bâtons. Elle dit, ça, c'est l'odeur. C'est l'odeur des phéromones pour Les abeilles? attaquer, là, pour protéger la ruche. C'est l'odeur que tu vas ressentir quand les abeilles sont agressives, tu vas faire l'association. Fait que dans ce temps-là, bien, tu fermes la ruche, tu passes à une autre. Habituellement, une ruche qui est très douce, on a un peu une odeur d'amande. Tu sens le miel, tu sens la cire, tu sens le propolis. Le bourdonnement est très faible. Si la rigueur de l'hiver apporte son lot de défis pour nous, les humains, imaginez pour les abeilles. Pendant la saison froide, elles sont nourries d'un sirop cuisiné par l'apiculteur. C'est un sirop qui se digère bien et qui réduit l'activité des abeilles. Et parfois, les ruches reçoivent aussi de petits visiteurs. En hiver, la dernière ponte, ils connaissent les saisons. La dernière ponte sont des abeilles un peu plus résistantes, mais ils n'ont aucun travail habituel à faire dans la ruche. La seule affaire, nous, on les nourrit, on les gave de sirop directement à la ruche. Donc, ils n'ont aucun travail physique, ils n'ont pas à aller chercher le nectar, ils n'ont pas de bébé à s'occuper. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est de préserver la chaleur, se serrer quand il fait très froid, s'espacer quand il fait plus chaud. Le sirop qu'on donne, c'est une réplique de miel parce que le miel est trop difficile à digérer. Les hivers au Québec sont très longs. Les abeilles ne défectent pas dans la ruche. Donc, ils se retiennent tout l'hiver. Si on laisse du miel qui est plus riche, plus difficile à digérer, ils attrapent la nosémose. C'est la dysenterie de la ruche qu'ils appellent. C'est une diarrhée qui va finir par tuer la ruche complètement. Si le sirop n'est pas correct,
ils ne survivront pas non plus. C'est un ratio à déterminer. On ajoute des huiles essentielles, des vitamines, pour leur donner une protection supplémentaire. Souvent, je me fais dire « Ah, le miel, il cristallise tout le temps, je suis obligé de le jeter. » Ou bien, c'est pas du vrai miel parce qu'il cristallise. Il faut prendre en compte que les abeilles font le miel pour eux autres avant de le faire pour nous autres. Donc, avec les hivers, même si ici en Amérique du Nord, il n'y a pas d'abeilles originaires, il y a des hivers en Ukraine, en Russie, en Europe. Si le miel gelait comme une substance liquide, ça fait une surface glacée. Les abeilles ne pourraient pas s'en nourrir pendant l'hiver. Le fait que ça cristallise, au froid, il devient encore plus friable. Donc, avec leurs petites mandibules, ils sont capables de casser des petits morceaux de cristaux, de nourrir la reine, de se nourrir elle-même. Comme je disais, les ruches, ils dégagent une chaleur. L'hiver, ils doivent avoir une certaine chaleur pour réussir à survivre. Donc, ils vont se grapper ensemble, battre des ailes ou s'espacer s'il fait plus chaud. Donc, c'est un environnement quand même accueillant pour des petits rongeurs. Fait que les souris viennent passer l'hiver. En plus, il y a une réserve de sucre. Donc, les souris, c'est un attrait pour eux. Mais s'ils s'approchent trop des abeilles, s'ils s'approchent de la grappe, comme on appelle les abeilles massées en hiver, bien là, les abeilles ne le laisseront pas faire. Ils vont la tuer. Ils vont la piquer jusqu'à temps qu'elle meure. Puis, ils vont l'enduire de propolis pour pas qu'elle pourrisse dans la ruche, puis que ça fasse de la moisissure, que ça amène des bactéries, des microbes, tout ce qui va venir avec la putréfaction du corps. Donc, eux, ils vont la momifier, comme on faisait au temps des Égyptiens. On ouvre des fois au printemps, quand il fait encore frais, on veut s'assurer que ta ruche survive. On ouvre le couvercle. Bon, OK, elle est vivante, on la referme, on la laisse garder sa chaleur. Donc, on revient quelques semaines après, puis si la souris elle est intelligente et qu'elle n'a pas touché aux réserves de la ruche puis qu'elle n'a pas essayé de manger d'abeilles, bien, ça lui fait un environnement sécure pour avoir sa première portée au printemps. J'ai déjà fait une inspection, puis il y avait un nid. J'avais fait une erreur à l'automne, j'avais oublié de mettre le dernier cadre, donc ça avait laissé un espace supplémentaire. Puis au printemps, quand j'ai ouvert, bien, il y avait une petite famille de mulots au fond de la ruche. Je m'appelle Steve Letourneau, président de la SODAM, un organisme voué au développement et à l'animation culturelle de sa communauté par ses 4 volets, soit le patrimoine, la musique, l'agrotourisme et le cirque. Dans le cadre de ce projet, nous sommes heureux de mettre en lumière 9 producteurs maraîchers locaux qui participent à nos marchés moulinois et qui représentent fièrement ceux qui travaillent pour mettre de la diversité et de la fraîcheur dans notre assiette. La télé communautaire me permet principalement d'exercer différentes parties du métier que j'aimerais faire plus tard. La télévision communautaire m'a vraiment permis de faire ce que je voulais faire le plus au monde dans la vie, c'est-à-dire de la télévision, du journalisme télévisuel. Quand je suis sortie de l'école, je ne savais pas trop où me diriger pour me faire de l'expérience en télé. Et quand j'ai entendu parler des possibilités de la télé communautaire, eh bien là, ça a tout changé. C'est extraordinaire parce que ça nous permet de faire nos premières armes, de développer de l'expérience. Ça permet de... c'est un laboratoire d'expérimentation créative absolument extraordinaire. 10 ans plus tard, je fais enfin ce que j'ai toujours voulu faire dans la vie. Je travaille pour un grand réseau de télévision. Si je suis réalisateur aujourd'hui, c'est grâce beaucoup aux expériences que j'ai pu acquérir dans les télés communautaires et c'est grâce aux télés communautaires régionales. C'est vraiment une expérience inoubliable, agréable et très formatrice.
Pour recueillir son délicieux miel et ses produits de la ruche, Frédéric Plouffe doit protéger ses ruchers de différentes menaces, entre autres du varroa. C'est un petit acarien très présent au Québec et qui parasite l'abeille. Il y a aussi les petits coléoptères de la ruche qui peuvent ravager une culture de miel entière si on manque de vigilance. Frédéric Plouffe nous explique comment il fait face à tout ça dans son quotidien. Mais ça, c'est des larves de mâles. C'est surtout là-dessus que le varroa va s'implanter. Fait qu'on les laisse pas pour rien, le couvain mâle. Le varroa, là, c'est le petit parasite, le petit acarien qui ravage les abeilles au Québec. C'est un petit acarien qui se fixe sur le dos de l'abeille puis il siphonne le sang. Ça se propage très rapidement. Ce petit acarien-là, il peut dormir dans le sol pendant toute l'année. À un moment donné, il y a une ruche qui va arriver près de lui, puis il va se développer, il va monter dans la ruche. On traite de façon systémique, malheureusement. On fait un test de dépistage de varroa après nos traitements pour savoir si ça a bien fonctionné. Sinon, on doit multiplier les traitements. Puis là, j'ai vu qu'elle a un varroa. Fait qu'elle va être traitée, cette ruche-là, immédiatement. C'est ce que je fais cette semaine. Je traite les ruches qui n'ont pas été traitées. Ouais, elle a un petit varroa. On était épargné par un petit coléoptère qu'on appelle le PCR. C'est le petit coléoptère de la ruche. On était épargné au Québec parce que la MAPAC faisait un travail merveilleux à contrôler l'entrée et les sorties des ruches qui venaient du Nouveau-Brunswick, des États-Unis puis de l'Ontario. À cause de la négligence d'un fournisseur l'an passé, ils ont rentré quelques centaines de petites familles d'abeilles qui n'ont pas été inspectées. Donc maintenant, on fait partie de la gang. On est rendu avec le petit coléoptère de la ruche. Ça, c'est un petit coléoptère qui va pondre ses œufs dans le miel, qui fait fermenter ton miel. Donc, c'est plus bon, tu perds ton miel. Puis la façon pour enrayer ce petit coléoptère-là, c'est de brûler tes ruches. C'est terminé. Tu brûles ton rucher. Ça, ce petit coléoptère-là voyage 10 km. Fait qu'on a beau prendre les mesures nécessaires entre apiculteurs pour que ça se passe le plus possible. Il manque d'endroits, il y a l'étalement urbain, fait que veux pas, des fois, on se rend à l'intérieur des limites de l'autre. On essaie d'avoir une bonne entente, de faire une apiculture responsable, de faire des traitements appropriés, faire des inspections régulières aux 10 jours maximum, s'assurer que les ruches vont bien, qu'il n'y a pas de dérapage justement avec des petits coléoptères. C'est malheureux, tu brûles tes ruches, mais t'évites la catastrophe à ton voisin. J'ai un voisin ici, pas loin que des ruches, puis on s'entend bien. On doit continuer à avoir une bonne entente, puis ça implique une apiculture responsable. Plouffe dans le miel offre une belle diversité de produits issus de la ruche qui apportent de grands bienfaits pour la santé humaine. Et l'anecdote suivante en démontre bien les qualités exceptionnelles. Ils ont trouvé du miel dans les pyramides en Égypte. Ça fait plus de 5000 ans qu'il était là. Il y avait un petit peu de sable dedans. Ils l'ont filtré. Ils ont fait des tests, puis ils se sont rendus compte qu'il était encore propre à consommation. Donc, c'est un produit qui est vraiment fantastique. Je transforme beaucoup les produits secondaires, comme la cire, la propolis. J'aime beaucoup travailler avec ces produits-là. On fait des savons, les petites crèmes qui aident à la cicatrisation pour les blessures, surtout les brûlures, c'est très bon. Ça aide aussi à atténuer les symptômes du psoriasis et de l'eczéma. Ça ne guérit pas, évidemment, malheureusement, mais au moins, on n'a plus envie de s'arracher la peau. Ça va réhumidifier la peau puis calmer la démangeaison. On fait la teinture aussi de propolis qui se joint avec la crème de propolis. La teinture, ça va être plus pour les infections de la gorge, les maux de dents. On applique à la dent, puis c'est immédiat le feeling de soulagement, mais vous allez avoir besoin d'un dentiste, évidemment. On n'est pas médecin. On l'utilise aussi pour les plaies à l'intérieur de la bouche. On applique ça. C'est un alcool de 70 % dans lequel le propolis a macéré. Donc, c'est très fort, mais c'est très efficace. On fait aussi un sirop vraiment super pour l'hiver. Les chasseurs en raffolent, puis c'est super pour les enfants parce qu'il n'y a rien de médicamenté. C'est un miel avec de la gomme de sapin et du propolis dedans. Le propolis, c'est une petite résine que les abeilles vont chercher sur la sève des conifères. Ils se servent de ça pour désinfecter la ruche. C'est ça ici. Ils servent de ça pour désinfecter toutes les petites alvéoles. Un coup qu'une abeille est née, et enduit l'alvéole de propolis. Propolis-là, ça a plusieurs propriétés médicinales en Europe. C'est très reconnu.
Ça a des propriétés analgésiques, antiseptiques, donc c'est ajouté à certains médicaments. C'est fait par les abeilles à partir de la sève des conifères, des cèdres, etc. Le miel, très bon pour la santé, à l'ingestion. On peut aider à contrôler des allergies saisonnières avec un miel brut comme le mien. On peut se désensibiliser aussi avec le pollen, avec l'ingestion de pollen. Ça a besoin d'être plus géré, ça, par exemple. Mais avec le miel, on peut se prévenir de nos allergies saisonnières, les atténuer un peu. C'est un miel brut, ça implique que c'est filtré seulement par un moustiquaire. Donc, de loin meilleur pour la santé de ce qu'on peut trouver malheureusement en épicerie, qui doit avoir eu une filtration mécanique, ce qui implique que tous les miels est égalisé. On ne voit pas la différence des goûts à l'épicerie, tout est uniforme. Tandis qu'ici, je te ferais goûter le miel de cette ruche-là, puis celui de cette ruche-là, puis ils vont avoir un goût complètement différent, étant donné qu'il y a une multitude de fleurs différentes à butiner. Au Québec, c'est le miel qui nous vient tout de suite en tête lorsque nous pensons à l'apiculture, mais ce n'est pas comme ça dans tous les pays. Les abeilles revêtent même un intérêt protéiné dans certaines cultures. Le couvain, dans certains pays, comme la Thaïlande, puis des places comme ça, ils coupent la cire avec le couvain. Dans le couvain, c'est des œufs, des larves. Idéalement, c'est des larves presque formées. Ils entourent ça dans une feuille de banane, ils mettent ça sur le charcoal, ils mangent ça. C'est plein de protéines. Quand on pense que les ours vont sur les ruches pour chercher le miel, c'est une mauvaise conception qu'on a. Ils vont là pour chercher les larves. C'est pour les protéines. Le miel, bien, c'est un dessert. Vous l'avez vu, c'est avec raison que l'apiculture continue de fasciner l'humain. J'espère vous avoir donné envie de sucrer votre quotidien en faisant un plouf dans le miel. À la vôtre.